98.fr. Ce matin, nous allons parler donc des élections municipales 2020, de recouvrement amiable et judiciaire, de posture commerciale B2B et aussi d'électricité et d'énergie renouvelable. Pour tout ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Aufrechter. Bonjour Fabien. Bonjour Jacqueline. Fabien, vous êtes pour la première fois candidat investi La République En Marche aux prochaines élections municipales à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines. Vous avez 28 ans, donc vous êtes très jeune. Vous êtes directeur des activités nouvelles technologies qu'on appelle aussi blockchain du groupe Havas, mais vous êtes aussi enseignant à la Sorbonne. Vous nous expliquerez pourquoi vous êtes candidat et les thèmes phares de votre campagne. Alexandre Bardin, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Ruby Payer, un cabinet de recouvrement pour le compte d'autrui. Nous découvrirons avec vous comment en finir avec les retards de paiement. Exactement. André Ratovo, bonjour André. Bonjour. André, vous êtes fondateur et dirigeant de Lay Valley, une entreprise qui propose aux commerciaux d'automatiser leurs tâches commerciales à faible valeur ajoutée pour se consacrer à la prospection et à la visite chez leurs clients. Exactement. Et Benoît Géhin, à vos côtés. Bonjour Benoît. Bonjour. Donc Benoît, vous êtes le fondateur et dirigeant depuis 2005 de Phaseo, un bureau d'études techniques spécialisé dans tout ce qui est courant fort, courant faible, énergie renouvelable et tous les défis qui en découlent. Nous avons hâte de connaître toutes les facettes de Phaseo. Donc bienvenue à tous les quatre. Après les infos, Marie-Pierre Leroux. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Notre expert en culture nous présentera sa chronique avec plusieurs propositions de sortie pour ce vendredi 7 février. Tout à fait. Mais en attendant et pour commencer, donc nos deux infos du jour. Alors première info, j'ai trouvé un sondage qui concerne les élections municipales et nous verrons si nous le commentons ensuite. Donc selon les résultats d'un sondage Harris Interactive réalisé à peu près plus d'un mois des élections municipales, 52% des Français souhaitent voir un nouveau maire à la tête de leur commune. La première thématique qui comptera dans le vote est la sécurité devant les impôts. Les Français aiment leur maire, mais aspirent au changement. Alors que le premier tour des municipales aura lieu dimanche 15 mars, les électeurs se prononcent d'une courte majorité pour l'arrivée d'un nouveau maire à la tête de leur commune. Selon les résultats de ce sondage, 52% des personnes interrogées résidant dans des villes de plus de 10 000 habitants y sont favorables, contre 48 qui souhaitent voir le même édile reconduit. Une envie d'évolution qui ne rime pas forcément avec déception. De fait, 33% des sondés se déclarant satisfaits de leur maire actuel se disent néanmoins en faveur de l'élection d'un nouveau maire. Qu'ils soient pour ou contre la mise en place d'une nouvelle équipe municipale, les électeurs semblent en tout cas se retrouver sur l'importance de certains sujets. Interrogés sur les thématiques qui les motivent à se rendre aux urnes, 41% des Français placent en première position la sécurité des biens et des personnes, 33% les impôts locaux et 31% la préservation de l'environnement. Viennent ensuite le maintien et la qualité des services publics, 27%, la propreté, 27%, les aménagements urbains et le cadre de vie, 26%, les dépenses de la municipalité, 26%, ou encore la santé et l'accès aux professionnels de santé, 25%. Alors, ça fait beaucoup de chiffres. Fabien Aufrechter, je ne vais pas vous interviewer sur le contenu du sondage, mais vous qui êtes un spécialiste de l'information et de la communication, que pensez-vous des sondages en général ? En général, de toute manière, ça donne un état des lieux de l'état de l'opinion. Oui. En l'occurrence, nous-mêmes, dans le cadre de notre campagne, nous avons eu l'occasion de faire un sondage en porte-à-porte pour auditer, savoir mieux connaître ce que veulent les habitants de notre ville, à Verneuil-sur-Seine. Cette grande marche, c'était 750 personnes. On avait des résultats qui étaient à peu près ceux qu'on retrouve à l'échelle nationale, même si nous avions des choses différentes, notamment sur l'environnement, avec un tropisme évidemment, ou sur l'aménagement du territoire. Très bien, merci pour cet éclairage. Deuxième info, on croyait le Brexit derrière nous, il ne fait que commencer. Les marins français ont obtenu mercredi un droit provisoire de pêcher dans les eaux de l'île britannique de Guernesey, mais c'est un accord tout à fait temporaire. La bataille de la pêche ne fait que commencer. Les pêcheurs des Hauts-de-France craignent de couler à pic avec le Brexit et ce qui s'est passé à Guernesey les inquiète fortement. En jeu, l'accès au secteur de pêche situé dans les eaux britanniques et dont dépendent 75% des poissons de leur pêche.
Nous sommes la région la plus dépendante de ces zones de pêche, note Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches des Hauts-de-France. Alors, coup de bluff de Guernesey et l'interdiction, parce que l'interdiction pour les pêcheurs français des eaux de l'île anglo-normande de Guernesey depuis l'entrée en vigueur du Brexit ne fait que renforcer l'inquiétude, même si Guernesey a un statut spécial qui relève de la couronne britannique et non du gouvernement britannique. C'est peut-être un coup de bluff, mais ce qui est sûr, c'est que si nous sommes éjectés des eaux britanniques, nous sommes morts, assure Olivier Leprêtre. Imaginez toutes les flottilles belges et néerlandaises sur les zones de pêche plus petites. La cohabitation risque d'être compliquée. Un quartier industriel touché. La semaine dernière, le sénateur Jean-Pierre Decool a sollicité la ministre des Affaires européennes, Amélie de Montchalin, sur le sujet lors de la séance parlementaire. La pêche sera un axe phare des négociations houleuses du Brexit, explique-t-il. Et les interrogations se posent aussi sur la concurrence induite par la possible réorientation des flux de pêcheurs européens vers notre espace maritime. Autre sujet d'inquiétude lié à la pêche, à Boulogne-sur-Mer, le quartier industriel de Cap-Écure et ses dizaines d'entrepôts où sont transformés les produits de la mer risquent aussi d'être touchés. Plus de 5000 personnes y traitent près de 400 000 tonnes de marchandises par an et selon Frédéric Cuvillier, maire PS de Boulogne-sur-Mer, l'industrie halieutique dépend ici pour moitié du poisson transitant par l'Angleterre. Alors, voulez-vous réagir à cette nouvelle Benoît Géhin, vous nous avez expliqué que vous aviez un bureau à Londres, oui, vous avez dû fermer. On va dire il y a 2 ans et demi. Oui. Quand la décision a été prise du Brexit, j'ai décidé de fermer mon agence à Londres. J'avais juste un VIE qui était sur place. Oui. Et je développais le bureau d'études pour récupérer des affaires un peu plus internationales en respectant les normes British Standard et autres. Oui. Donc c'était intéressant, mais je me suis dit qu'après, s'il fallait gérer des problèmes d'échange avec la banque, ce genre de choses, j'ai pris la décision. Vous avez préféré anticiper. Voilà, d'arrêter là cette expansion et puis me maintenir plus sérieusement. Et vous ne le regrettez pas aujourd'hui? Non, du tout. Absolument. Au contraire, quand j'entends ce genre de discours, non, je ne regrette pas. Très bien, je vous remercie. Vous souhaitez réagir, oui, Fabien? peut-être rebondir peut-être sur le fait qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire pour les élections municipales. Oui. Tous les citoyens de l'Union européenne peuvent s'inscrire jusqu'à minuit, ce qui exclut du fait les citoyens britanniques aujourd'hui. Le Brexit a donc des implications sur les élections municipales. Absolument. Et par ailleurs a des implications, on le voit typiquement dans notre ville, sur les jumelages. Ah oui, très bien. Ah oui, très bien. Merci aussi pour cet éclairage. Alors, nous allons donner la parole à notre expert en culture, donc Marie-Pierre Leroux. Bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Donc, vous nous proposez 2 sorties pour aujourd'hui, vendredi 7 février. Alors, première sortie. Alors, tout d'abord, à 20h45, au théâtre Roger Barra, place de la Halle à Herblay, un spectacle tout public d'une durée d'1h15, dès l'âge de 6 ans. Il s'agit de Carmen. En deux mots. En 2 mots. Oui. Une relecture de l'opéra le plus joué au monde, le Carmen de Bizet. Rencontre improbable entre un chanteur, des danseurs masculins et un éternel féminin, une Carmen réinitialisée, un minotaure volante, et non, je n'ai pas fait de forme, d'accord. Oui. Oui, ou un torero sur pointe. Comme une dédicace flamboyante à ce moment de vie espagnol, un habit de lumière pour mieux entrer dans l'arène des souvenirs et des sentiments. Un spectacle chorégraphique qui mêle avec sensibilité, humour, théâtre, chant et théâtre d'objets. Le tarif des places de 19 à 34 €. Et deuxième info, donc pour aujourd'hui. Alors, ici à Enghien, au théâtre du Casino, à 20h30, venez écouter Tanguy Pastureau. Chroniqueur désopilant sur France Inter et C8 dans les Terriens du dimanche, vous débuterez votre week-end sous le signe de la bonne humeur. Grand connaisseur des people, il vous fera tout pour vous convaincre en 1 heure qu'être une star, ça paraît fabuleux, sauf que ça ne l'est pas. La célébrité, c'est une galère sans nom. Tanguy Pastureau vous racontera les déboires des stars d'hier et d'aujourd'hui et vous démontrera l'intérêt de rester anonyme. Il vous en coûtera de 22 à 37 €. Merci beaucoup Marie-Pierre. J'espère que nos auditeurs auront envie d'aller voir ce spectacle. Merci à vous. On reste ensemble et on se retrouve après quelques notes de musique. Vous êtes sur IDF. Oui, d'accord. Bientôt, Marie-Pierre.
je démarre l'interview et je commence avec vous. J'ai laissé sur le bureau 2 affiches et un CV. Ah oui, j'ai oublié de le dire à Christophe. On le dira à Philippe après. C'est vrai que quelquefois il sort avant la fin de l'émission, puis là il n'est pas sorti. Donc, Mais nous avons déjà passé des morceaux de nos intervenants dont les enfants faisaient de la musique. Ouais, j'imagine. J'étais musicien moi avant de créer mon bureau d'études. D'accord. Et vous n'avez pas voulu percer dans... J'ai fait, je pense que je ne suis pas frustré, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait un album, j'ai tourné. Mais là, c'est autre chose. Je vais le faire dire. J'ai repris là, tranquillement. Quoi? Je suis bassiste. D'accord. Guitare, électroacoustique. Ah, ok. Pour le plaisir. C'est ça. J'ai un peu changé de... Puis c'est valide. Ouais, si. Quand on a la nature humaine, c'est pas toujours bonne. Pour certains. C'est pour ça que je fais dans le boulot. Mais c'est Ça vrai. J'ai trouvé un véritable esprit RSE au sein de certaines entreprises qui ont perdu leur vraie valeur. On a fait une charte, la charte Ruby, et c'est un indicateur RSE maintenant pour pas mal de boîtes. Et il y a des formateurs RSE qui proposent la charte aux sociétés. Je dirais pas ça de la rue, mais là c'est des vaches. Mais Il y a pas eu de terme. il y a vraiment c'est le sens par rapport Ça fait 15 ans que je suis à bureau, donc je fais très bien. non. Je pense que c'est 2 ans. Moi, ce qui me fait extrêmement mal, c'est que derrière une faillite, il y a des gens, une famille, et surtout l'entrepreneur. C'est notre marche en Radio IDFM, le bar de l'économie. Ce matin, je reçois Fabien Aufrechter, tête de liste La République En Marche à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines pour les élections municipales 2020. Alexandre Bardin, fondateur et dirigeant de Ruby Payer. André Ratovo, fondateur et dirigeant de Lay Valley. Et Benoît Géhin, fondateur et dirigeant de Phaseo. Alors Fabien Aufrechter, on démarre avec vous l'interview. Vous êtes, comme je l'ai dit en préambule, vous êtes candidat La République En Marche pour la ville de Verneuil-sur-Seine. Vous êtes également soutenu par le MoDem et l'UDE, l'Union des démocrates et écologistes. Vous êtes très jeune, 28 ans. C'est la première fois que vous vous présentez à des élections? Mathématiquement, oui. Oui. En effet, aujourd'hui, vous avez moins de 10 personnes qui sont élues maires en France et qui ont moins de 30 ans. C'est ça, il y a 1%, je crois, 1%. qui représente. Oui. Rien du tout. Moins de 40 ans. Voilà. Pourtant, dans une ville comme Verneuil-sur-Seine, on a plus de 30% de la population qui a moins de 30 ans. D'accord. Donc on a une vraie fracture entre les élus qui représentent des populations qui ne sont pas à leur image. Alors, vous nous avez dit un petit mot tout à l'heure lors du sondage. Vous faites du porte-à-porte pour vous présenter? Bien sûr, on a fait une grosse démarche pendant plusieurs mois, depuis octobre. Tous les soirs, tous les week-ends, on a été à la rencontre des habitants pour prendre le pouls de la population. Oui. Dans une petite étude qu'on a rendue publique en décembre sur ce que souhaitent les personnes dans la ville, les habitants et les habitants. C'est important pour nous de connaître les attentes, pas seulement de les connaître par oui-dire, pas seulement de les connaître sur le marché ou dans les événements, mais vraiment de pouvoir parler avec le plus de monde possible. C'est plus de 750 questionnaires qu'on a réussi à remplir avant les fêtes, soit pas 750 personnes finalement, c'est plutôt des familles souvent. Ce qui nous importe, c'est vraiment de connaître les gens, de connaître leurs attentes et demain de continuer cette démarche, quoi qu'il arrive, afin de garder ce lien de proximité avec les habitants. On n'est pas sur une élection nationale, on est sur une élection locale. Oui. C'est le terrain qui pouvoir réaliser les vœux de vos administrés finalement. Bien sûr, puisqu'aujourd'hui c'est probablement ce qu'on reproche à la politique. On reproche aux hommes politiques de ne pas être sur le terrain, de ne pas... Oui, d'être très éloignés de... Exactement. Et d'une certaine manière, les habitants nous le disent, ils disent qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir participer à la vie locale. Nous, dans notre ville, ça fait 3 mandats que nous avons un même maire qui cette fois-ci ne se représente pas. Oui. On va tourner une page. Vous disiez tout à l'heure ce chiffre, 52% des Françaises et des Français veulent du renouveau dans ces élections. C'est vraiment ça qu'on cherche à apporter.
pas seulement tourner la page, faire de nouvelles propositions, des nouveaux projets très concrètes qui répondent aux attentes qu'on a repérées sur le terrain. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes directeur des activités nouvelles technologies qu'on appelle blockchain du groupe Havas, mais aussi enseignant à la Sorbonne. Alors, vous enseignez quelle discipline? J'ai la chance d'enseigner au CELSA, l'école de communication de Très la bien, Sorbonne. l'école que vous avez vous-même Tout à fait. faite. D'accord. Les relations publiques, j'enseigne aussi, j'interviens à Sciences Po Lille. Oui, Moi, j'ai toujours eu le plaisir de travailler dans ces institutions parce que c'est un moyen de passer le relais, de pouvoir échanger sur l'actualité, puis plus globalement, de découvrir les attentes de la jeunesse. C'est tout bête, mais c'est quand on est sur le terrain, que ce soit dans une université, que ce soit en porte-à-porte, on comprend vraiment l'air du temps. Si on est déconnecté, on est à côté de la plaque. c'est sûr. Alors, moi, la question que je me suis posée, comment, si vous êtes élu, comment répartirez-vous votre temps à travers votre activité professionnelle, votre activité à la Sorbonne et puis votre rôle de maire? Je vais vous dire, il y aura certainement des choses que je mettrai sur le côté, c'est évident, notamment peut-être l'enseignement. Maintenant, vous savez, quand on est élu, on n'est pas bien payé, contrairement à ce qu'on s'imagine. Donc évidemment, surtout à mon âge, je pense Oui, il faut que garder continuer absolument un une pied activité. dans l'activité professionnelle me paraît essentiel. Mhm. Pour moi d'ailleurs, être politique, être maire en particulier, c'est pas un job de retraité. C'est pas quelque chose qu'on fait sur le côté, qu'on fait en plus, qu'on fait pour passer le temps. C'est quelque chose d'actif et donc pour moi c'est important de garder un pied à l'étrier dans la vie professionnelle. Je veux absolument garder, je sais pas si ça sera un tiers-temps, si ça sera un 4/5e, si ça sera un mi-temps, peu importe, on aura le temps de voir, d'évaluer. Mais c'est important de garder un pied dans le monde professionnel pour ne pas justement être déconnecté, être sur le terrain dans la vie professionnelle, garder cette démarche physique, rester sur les marchés, rester en porte-à-porte, parce que sinon on perd cette connexion avec les habitants et on perd ce lien qui est pourtant essentiel, qui leur permet eux de mieux comprendre, nous de mieux faire la pédagogie et au global d'assumer un positionnement qui est justement participatif. Alors, comment voyez-vous justement l'avenir de Verneuil aujourd'hui? Aujourd'hui, Verneuil est à un tournant. Oui. Verneuil-sur-Seine, c'est une commune qui est peut-être l'un des plus grands tournants qu'elle ait connu, avec l'arrivée du RER dans quelques années, avec de grands projets qui vont d'une certaine manière se cristalliser. On en reparlera, j'imagine, mais cette route départementale, cette marina, l'aménagement de la pointe de Verneuil. Et plus globalement, on arrive à un tournant puisque ce sont des opportunités qui se créent en matière d'attractivité économique et puis bien sûr de renouveau. On a besoin de renouveau sur un certain nombre de sujets, évidemment sur les sujets de jeunesse, évidemment sur les sujets de fiscalité. On est l'une des communes où l'on paye le plus d'impôts locaux. C'est un moment très fort et les habitants ont par conséquent attendent pas vraiment les candidats sur leur personne ou sur leurs étiquettes, mais vraiment sur leur projet. D'accord. Alors, donc, on a bien compris que vous souhaitiez vous adresser justement à cette population qui est jeune à Verneuil. Pas que. Pas que, mais bon, apparemment, il y a un fort pourcentage. Donc, les thèmes phares de votre campagne, quels sont-ils? Aujourd'hui, les habitants nous ont remonté 3 thèmes qui sont en parfait écho avec ce que vous disiez sur l'échelle plus globale de la France. Chez nous, il y a un tropisme sur l'environnement et l'écologie, évidemment, pour les raisons d'aménagement du territoire notamment. On a une priorité, comme à l'échelle nationale, sur la sécurité, et puis on a d'autres priorités, mais l'une pour nous est celle de la mobilité conjuguée à l'attractivité économique, avec, comme je disais, l'arrivée d'éoliennes. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant du sondage que j'ai évoqué tout à l'heure, mais ça a dû vous conforter de voir que les administrés souhaitaient changer de maire, même s'ils n'étaient pas forcément déçus du maire précédent. En tout cas, de notre côté, il y aura du changement puisque M. Philippe Totou, qui est maire Ne de Verneuil-sur-Seine, ne se pas. représente pas. Oui. D'ailleurs, je ne suis pas dans une opposition avec le passé. Pour moi, il n'est pas temps de s'opposer au passé, il est temps de construire de nouveaux projets. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'attendent les Français et les Français, c'est pas seulement du renouveau, ce sont des vrais projets, une vraie vision, et pas seulement de la politique politicienne, comme on a pu en voir sur le passé. C'est plus oui, qui déçoit beaucoup, bien sûr. souvent. Alors donc, un de vos thèmes phares, c'est de vous opposer au projet de la déviation de la route départementale 154. Non. Moi, je n'ai pas de position sur la route départementale, RD 154. Désolée. En l'occurrence, ma position, elle est beaucoup plus simple. Quand on a fait ce porte-à-porte justement sur ces 150 personnes, on a vu que 70% des habitants
étaient défavorables à ce projet. Oui. Mais en même temps, on sait très bien que s'opposer à ce projet, ça veut dire deux choses. Ça veut dire s'opposer frontalement au conseil départemental et par conséquent mettre peut-être notre ville en danger financièrement, sur notamment subventions sociales, etc. Puis deuxième chose, c'est peut-être risquer un procès de la part de l'État, puisque c'est un projet qui est d'intérêt national. Voilà. Par conséquent, nous, ce qu'on veut, c'est un projet, la RD 154, cette route départementale, ce contournement, comme on l'appelle, qui date des années 70. Ça fait un demi-siècle qu'on a été infichu finalement de trancher, de faire quelque chose. Alors nous, ce qu'on dit, c'est très simple. D'ici l'été, on fera une consultation citoyenne, on verra bien les résultats. Quels que soient les résultats, je m'engage à les respecter. Et quoi qu'il arrive, et c'est très important pour nous puisque c'est lié, quoi qu'il arrive, contournement ou pas contournement, on souhaite réaménager la RD 154, la route départementale. Dans notre ville, c'est le boulevard André Malraux, parce qu'il a grand besoin d'être revu, d'être réaménagé. Il y a besoin d'en faire une coulée verte, reboisement. Il y a besoin d'intégrer les mobilités douces, pistes cyclables. Il y a besoin de réaménager en termes de parking, puisque les commerçants le demandent depuis des années. C'est une opportunité, c'est un tournant. Si on arrive à décider à trancher une fois pour toutes une position sur la RD 154, et ça ne sera pas celle d'un petit maire, parce qu'un petit maire, on l'a déjà vu sur les territoires, ils sont incapables de faire bouger les lignes à eux seuls. Par contre, avec la population, associer la population par le biais d'une consultation, on le sait, on le voit, il y a de nombreux précédents, la jurisprudence est intense à ce sujet. On arrivera à trancher ce débat, à enfin pouvoir réaménager la RD 154 et à mettre un point final à l'histoire de ce contournement dans un sens ou dans l'autre. Oui, avec l'espoir aussi que justement les choses puissent se réaliser enfin, puisque si c'est un projet qui date de plusieurs années. Si les habitants veulent ce projet, on le fera avant la fin de l'année, les choses seront lancées. Si les habitants ne veulent pas ce projet, on ne le fera pas et les choses seront scellées d'ici la fin de l'année. J'ai pu voir que vous envisagiez peut-être même de faire appel à une autre commune, Vernouillet, pour ce projet. Le maire de Vernouillet, en l'occurrence, a déjà dit, puisqu'il est concerné par ce contournement, que lui-même était favorable à cette consultation. Nous sommes tous les deux élus. La meilleure des choses à faire, c'est de pas seulement de faire front, c'est de faire ensemble, de faire cette consultation ensemble sur les deux villes. Ça serait la meilleure manière de mettre un point final à cette histoire. Contournement ou pas contournement, ne pas en faire un choix politique, mais en faire un choix d'associer les habitants. Et cela parce que, on ne le dit pas assez, mais les habitants qui sont très opposés, la plupart nous disent que c'est parce qu'ils n'ont jamais été associés au projet, qu'ils n'ont pas les éléments, qu'ils ne savent même pas où passe cette route. Ils n'ont pas été consultés. On parlait d'une 4 voies, maintenant on parle d'une 2 voies. Tout ce qu'ils sentent, c'est que c'est le bois de Verneuil, et ça rappelle les mauvais souvenirs, l'affaire du bois de Verneuil dans les années 90. Donc on est dans un moment très fort où les tensions se sont cristallisées. Nous, ce qu'on veut, c'est juste mettre un terme à cette histoire, parce que c'est la seule manière de pouvoir réaménager le boulevard André Malraux et de pouvoir repenser la ville. Très bien. Vous parlez, vous, dans votre programme, de New Deal intercommunal. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, GPSEO, vous savez, c'est l'une des intercommunalités de France les plus grandes. Certaines personnes voudraient la restructurer. Certaines communes envisagent même de la quitter. Moi, ma position, elle est très simple. Pour reprendre les mots que vous utilisiez tout à l'heure sur d'autres sujets, je suis profondément contre un Brexit territorial. On a vu, ça prend des années, ça se passe mal, ça crée des tensions et il n'y a que les habitants qui en sont victimes à la fin. Moi, ma position, c'est la chose suivante. C'est une intercommunalité forte avec un nouveau pacte de gouvernance et surtout des choses très simples. Mieux associer la population par de la transparence, mieux travailler avec les élus locaux, peut-être réinventer les conseils des maires et puis trancher une fois pour toutes les petits sujets type pacte fiscal afin de pouvoir avancer ensemble. On n'est pas prêt pour repartir pour 6 ans de débat perpétuel sur une instance que personne ne connaît, personne ne comprend. Il est temps, notre maire aujourd'hui étant président de GPSEO, de tourner aussi cette page, de dire que ce qui a été fait a été en grande partie malheureusement mal fait, que les finances de l'intercommunalité sont mauvaises, et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les élus aujourd'hui qui le disent, et donc c'est un moment clé, phare pour réinventer l'intercommunalité, raviver la flamme de cette instance qui est essentielle puisqu'elle dirige les choses de la vie quotidienne, la voirie, les poubelles, l'attractivité économique, etc. C'est ça, on sent bien que vous avez à cœur de l'exemplarité, de la transparence de la gouvernance locale, parce que justement, auparavant, enfin actuellement, il n'y a aucune visibilité
sur la gestion de la ville, c'est ça? Vous reprochez ce... Je vais vous dire, aujourd'hui, même le conseil municipal, il y a quelque chose comme moins d'une dizaine de places assises. Il n'y a même pas de retransmission en live. Pourtant, Ah oui, vous le voyez ouais, ici, ouais. ça coûte rien de mettre un téléphone pour filmer. Ne pas associer la population, c'est un choix qui a été fait sur les 3 mandatures précédentes. C'est un choix assumé par ailleurs, y compris par les personnes qui travaillaient avec le maire actuel. Maintenant, la transparence, pour moi, c'est devenu une évidence. Les jeunes, mais même les moins jeunes, veulent pouvoir participer. On veut tous avoir son mot à dire sur la vie locale parce que c'est la vie du quotidien. C'est les petits tracas, c'est les poubelles, comme je disais. Mais la voirie et les poubelles, c'est l'interco. Côté municipal, il y a beaucoup d'autres compétences qui sont clés, qui sont des compétences de la vie de tous les jours. On parlait tout à l'heure culture, c'est le cas en partie. On peut parler notamment de tout ce qui est scolaire. On a beaucoup de demandes sur ces sujets. Ou encore une fois d'écologie, de mieux associer le social, les personnes âgées, les jeunes. Mais il y a beaucoup de travail où la ville est responsable, où la ville est compétente et où les habitants veulent une meilleure transparence qui se cristallise évidemment à la fin sur les sujets financiers et fiscaux. Merci Fabien Frechter. Alors, combien d'habitants y a-t-il à Verneuil? Il y a un peu plus de 15 000 habitants. D'accord, oui. Et je voudrais que vous nous parliez des ateliers que vous proposez. Vous en proposez un le 13 février, le jeudi 20 février, pardon. Donc, quels seront les thèmes et à quel endroit et à quelle heure? On organise régulièrement des ateliers. On en a déjà organisé un sur la démocratie et la transparence, démocratie participative et transparence. Nous en avions fait un deuxième pour présenter les résultats de notre étude, la Grande Marche. Nous en avons fait un troisième qui était évidemment important sur le social, puisque le social dans la ville, c'est un peu le grand oublié sur notre commune, mais aussi le quatrième, la dernière fois, sur l'écologie et l'environnement. Nous avons présenté nos positions sur la AD 154, comme j'en discutais, mais également sur la marina. Et puis, les prochains ateliers sont la semaine prochaine, le 13 à 19h, à la salle La Garenne à Verneuil, où nous allons présenter les premières propositions phares de notre programme, avant l'autre atelier le 20 sur l'attractivité et la jeunesse, ces questions de nouveau dynamisme, remettre du dynamisme dans la ville. Puis nous aurons d'autres ateliers d'ici les élections, notamment évidemment sur la sécurité, et puis pour dévoiler notre liste entière et dévoiler notre programme complet. Très bien. Alors, une dernière question. Si pour gagner, vous deviez faire des alliances? Je pense que le temps des alliances, c'est le temps du deuxième tour. Les alliances, c'est une chose qu'on aura l'occasion de discuter. Moi, il y aura des choses sur lesquelles je ne transigerai pas. Aujourd'hui, vous avez des projets absolument d'un autre temps, comme la marina, où il s'agit de construire 600 logements et 150 bateaux sur une pointe qui est en partie inondable, en partie zone écologique, protégée, en partie polluée, sonore, olfactif, son, bruit. On ne va pas transiger et commencer à faire des alliances qui seraient contre nature sur de tels projets. Oui, c'est des projets concrets, ce n'est pas de la politique politicienne, c'est tout ce que je me refuse. Ce qui m'intéresse, c'est traiter ce genre de sujet et proposer des contre-projets. Typiquement, sur ce projet de marina, on travaille un contre-projet d'aménagement derrière la gare des Clairières, où on pourrait envisager un écoquartier sur un modèle assez simple, connecté à la gare des Clairières, à 5 minutes de la gare donc de Verneuil-Verneuil et 10 minutes donc du marché, mobilité douce, des choses très simples qui permettent de réinventer la vie et réinventer la ville. C'est ça pour nous qui compte, c'est traiter les sujets concrets, ceux dont j'ai parlé, mais aussi la sécurité, avec cette question essentielle de la tolérance zéro pour les questions de propreté ou les mégots de cigarettes, les chewing-gums, etc. C'est important pour nous de ne pas transiger sur nos valeurs, de ne pas transiger sur notre programme. Le temps des alliances sera, pour moi, celui du deuxième tour. Et encore, on verra bien quels en seront les résultats. Merci Fabien Frechter, on a bien compris votre engagement. Donc je voudrais juste rappeler que pour voter à ces élections municipales, vous nous l'avez dit et Christophe dans sa matinale nous l'a dit, il est encore possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'à ce soir 7 février et que ces élections, le premier tour aura lieu le 15 mars et le deuxième tour le 22 mars. Merci d'être venu. Quel que soit votre choix, il sera bon, il faut voter, en tout cas c'est important. C'est important de voter, absolument. Merci Fabien Frechter. On reste ensemble et on fait une petite pause musicale. Très bien. Bravo, c'était maîtrise. Un bon jeu, Nathan. Non, c'est clair. Pas de la marina. Non. Ah. Donc Alexandre, on part avec vous après. Pas de souci. C'est dur de passer au deuxième.
Le plus dur, c'est le premier en général. Mais quand le premier a fait bien, c'est dur de passer en deuxième. C'est évident. Je crois que la même chose pour toi. Je me suis permis de vous taguer sur le Twitter, ceux qui l'écoutent. Ok. Toutes les entreprises n'y étaient pas, donc j'ai mis des hashtags. Je pense et qu'on a- arrobase, mais, On a Ok, peut-être. Ça marche. Donc je crois qu'il y a mon nom en perso sur Twitter. Oui, je ne peux pas vous taguer sur les photos par contre. Mais je vous ai mis Oui, en. c'est normal. D'accord. C'est normal. C'est voulu. On a fait mieux dans les clous. Ça va, je vous ai posé. C'était très bien. Bon. Merci beaucoup. Ok. Vous avez des sondages un petit peu qui donnent des tendances ou pas du tout? Il n'y a pas de sondage sur les gens qui avaient d'habitants. Maintenant, les tendances sont tombées sur des petites choses. Typiquement, quand on distribue des tracts et qu'on voit les poubelles, où il y a un rejet fort en fait de la majorité en place. Il y a d'autres petites choses, des déchets qui traînent sur la préfecture, on les voit dans le dommage de fait. On verra bien après. C'est pas mal par rapport à ce qu'il y a dans les poubelles. Non, je ferme une page. Il y a plein de petites choses, on voit sur les réseaux sociaux, on voit sur les internes de la ville, il y a une tendance forte pour du renouveau. On a vu dans la ville depuis toujours, donc on connaît les gens tous. On voit à peu près, c'est un village, c'est un joli village. On verra bien, moi c'est pas grave si je suis pas venu, j'ai un très beau job. C'est même à se demander pourquoi c'est un politique quand on a Oui. un job comme ça. Quoi. Franchement, sur mon chapeau. moi. Parce que sinon personne ne le fait en fait. Ouais. C'est juste qu'au bout d'un moment, si on ne touche pas, Ça, maintenant, je suis pas d'accord. à la fin, il faut assumer qu'on se retrouve depuis des années avec des mecs qui font des marinas sur un territoire comme ici. Non, mais c'est ça. Inondable, ouais. Ouais, ils feront bateau. Ils nous mènent en bateau. Tu veux qu'on y retourne, c'est maintenant. D'accord. Radio IDFM, le bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Fabien Aufrechter, tête de liste LR La République En Marche à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, pour les élections municipales 2020. Alexandre Bardin, fondateur et dirigeant de Ruby Payer. André Ratovo, fondateur et dirigeant de Laïvali. Et Benoît Géin, fondateur et dirigeant de Phaseo. Alors, Alexandre Bardin, on continue avec vous. Vous avez donc créé Ruby Payer en 2019, un cabinet de recouvrement pour le compte d'autrui, et c'est parce que vous-même, vous avez été confronté à des impayés que vous avez souhaité créer cette entreprise, c'est bien ça? Exactement. Dans le cadre d'une précédente expérience professionnelle, j'ai eu un problème de recouvrement de créances. Oui. Je me suis retrouvé avec beaucoup de factures impayées, ça a mis ma société dans une grande difficulté. Et je me suis du coup penché sur le monde du recouvrement de créances que je ne connaissais pas du tout. Oui. Et j'ai découvert que ça fonctionnait avec des méthodes amiables, des méthodes judiciaires, qu'il y avait à peu près 500 acteurs, 500 cabinets de recouvrement qui étaient présents sur le marché, que le marché était aussi occupé par les huissiers de justice. Et il y a deux chiffres qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, 56 milliards d'euros de créances impayées chaque année en France. Donc quand on y pense, c'est quand même 2% C'est énorme. du PIB. Oui, oui. Ça a un impact sur tout le monde, puisque c'est aussi un manque à gagner pour l'État. Oui, Impôt sur les absolument. sociétés Oui, c'est non l'URSSAF, imposées, tout TVA, ça. tout ça. Oui. Et le deuxième chiffre qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est le fait que 25% des faillites des TPE et des PME sont directement liées au retard de paiement. C'est, à mon sens, aujourd'hui, c'est inacceptable comme chiffre. Et donc j'ai essayé de trouver la raison pour laquelle on est arrivé à tel chiffre. Et pour moi, il y a deux raisons primaires. La première, c'est que les cabinets de recouvrement ne sont pas assez efficaces et pas adaptés à tout type de créances. D'accord. Énormément de cabinets aujourd'hui ne prennent pas de facture en dessous de 1000 euros. Ça veut dire D'accord. quoi? Ça veut dire qu'on Ah oui. exclut du système toute une tranche d'activités, comme par exemple les freelances ou les petites sociétés, qui peuvent avoir des factures inférieures à 1000 euros. Ouais. La deuxième, c'est que les taux de commission... Et qui sont peut-être les plus vulnérables. largement les plus Ouais. vulnérables. La deuxième, c'est que les taux de commission qui sont pris sont très, très élevés. Donc c'est vrai que les gens sont réticents à aller faire ce genre de méthode, parce que si c'est pour donner toute sa marge, ça ne sert pas à grand-chose. Et du coup, c'est en partant de ce constat que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire sur ce marché. Et Ruby Payer, en fait, c'est une méthode qui est importée un petit peu des pays anglo-saxons et qui intègre dans la procédure de recouvrement amiable une dimension communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va signaler les entreprises qui ont des bonnes pratiques de paiement et signaler les entreprises qui ne D'accord. régularisent pas leur situation Ouais. à l'issue d'une phase de Vous recouvrement. montrez du doigt les mauvais élèves. Exactement, mais pour le bien de tous, Ouais. puisqu'aujourd'hui, travailler avec une société qui ne paye pas délibérément, ce n'est pas un bon point, ni pour, Absolument. pas pour personne. En fait. Donc c'est un petit peu une situation dans laquelle énormément de sociétés se retrouvent et pour laquelle on apporte une solution différente de ce qui existe aujourd'hui.
Et est-ce que vous sentez que cette méthode a un impact réel et visible? L'impact, il est énorme, puisque déjà, dans nos clients, on a une majorité de petites sociétés et de freelance qui étaient totalement exclus du système et qui trouvent une solution pour enfin récupérer des factures. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on nous confie des factures qui ont parfois 2, 3, 4 ans. Je rappelle que la date de validité d'une facture, c'est 5 ans en B2B. Et l'autre point, c'est qu'on a beaucoup de factures qui nous sont confiées, qui sont passées auparavant dans la moulinette des cabinets de recouvrement classiques, qui avaient échoué, et qu'on récupère en 21 jours en moyenne, dans 80% des cas, ce qui est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Et alors, on sent que vous maîtrisez très bien ce sujet. Vous avez dû vous reconvertir. Comment avez-vous fait? Vous avez suivi des cours pour vous mettre au courant de tout ça? Pas du tout. Je suis persuadé que ce n'est pas quand on vient du sérail qu'on peut révolutionner un métier. Ouais. Moi, je viens pas du tout de là. Je viens de l'épicerie fine en ligne, donc ça n'a strictement aucun rapport. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut amener une révolution sur un secteur qui a des dizaines et des dizaines d'années et qui n'a pas vraiment évolué. Donc au contraire, j'étais bien content de ne connaître pratiquement rien en arrivant dans ce métier. Oui, vous avez eu un regard neuf. Exactement, une nouvelle vision, essayer de tout révolutionner, tout changer et repartir de zéro sans m'inspirer de qui que ce soit qui existe sur le marché actuellement. Alors comment vous êtes-vous financé pour créer cette entreprise? Alors, au début, on a fait un financement avec des fonds propres pour lancer la plateforme. Et rapidement, avec l'attraction, on a eu la possibilité de faire une levée de fonds, qui sera d'ailleurs annoncée dans quelques jours, de quasiment 1 million d'euros, qui nous permet tout simplement de rentrer dans une nouvelle phase du développement, pour communiquer, embaucher, développer de nouveaux services et amplifier nos partenariats avec des acteurs qui ne sont pas du tout du monde du recouvrement, mais qui ont un vrai sens pour distribuer notre service, comme par exemple les experts comptables, les sites juridiques, et toutes les plateformes de facturation, logiciels de facturation qui sont à l'origine même, entre guillemets, les mieux placés pour gérer le problème. Et peut-être même d'autres cabinets de recouvrement qui n'ont pas vos méthodes? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas? C'est tout à fait déjà le cas. On travaille avec plusieurs cabinets de recouvrement, notamment pour le traitement des factures, entre guillemets, qu'ils appellent petites, inférieures à 1 000 euros, pour lesquelles on s'occupe de ce genre de choses. Et nous-mêmes travaillons dans l'autre sens avec eux, puisque nous ne faisons pas de recouvrement à l'international, et donc nous confions les dossiers internationaux à nos partenaires. C'est ça, un échange de bons procédés. Exactement. Alors vous nous disiez avant l'émission que vous ne facturez pas, votre comment... On la facture au succès. C'est ça, alors expliquez-nous. On la facture uniquement au succès. Donc en gros, quand vous arrivez sur RubyPayer, vous confiez un dossier de recouvrement. Si on arrive à récupérer l'argent, on facture une commission qui d'ailleurs est la plus compétitive du marché, puisqu'il s'agit de 5%. Je rappelle qu'en moyenne, c'est plutôt aux alentours de 15 à 20% c'est énorme. Et c'est du coup uniquement au succès, donc rien à perdre à confier un dossier. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à faire du 5%? Parce qu'on a digitalisé tout le système, on a intégré une nouvelle technologie. Qui dit nouvelle technologie dit évidemment moins de coûts de traitement humain et donc la possibilité de facturer des taux de commission plus raisonnables pour nos clients. Vous êtes combien actuellement chez RubyPayer? 5 personnes. 5 personnes. Et avec la levée de fonds, on va vite passer à 10 personnes dans les prochaines semaines. Donc avec une augmentation de votre chiffre, forcément. Oui, et qui est très lié à l'effet bouche à oreille. D'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est qu'on a beaucoup de dossiers qui nous sont confiés où les débiteurs eux-mêmes ont des problèmes de recouvrement, parce que c'est souvent un effet boule de neige, le recouvrement de créances. Donc du coup, un client va venir sur le site et le débiteur lui-même va devenir client avec d'autres sociétés. Ah oui, très bien. Donc l'effet boule de neige est dans tous les sens. Très bien. Merci Alexandre Bardin. J'aurai d'autres questions à vous poser, notamment sur l'injonction de payer. On y reviendra tout à l'heure. Avec plaisir. Je vais donner la parole maintenant à André Ratovo. Donc André, merci d'être parmi nous ce matin. Alors déjà, donc votre entreprise, c'est Leivali. Alors pourquoi ce nom, Leivali? Alors Leivali, c'est d'origine malgache, oui. dont je suis originaire. Oui. Et ça signifie le bon pote, le bon copain, la bonne personne sur laquelle on peut se reposer, sur laquelle on a des, pardon, quand on a des questions, quand on a des autres interrogations. Et c'est un peu un parallèle à, je dirais, la série télévisée dans les années 80-90, qui a fait aussi un film Starsky et Hutch, vous avez un peu l'équivalent des bons tuyaux. D'accord. Et la deuxième chose, c'est Leivali est une marque de mon grand-père. Et en devenant entrepreneur, c'était ma manière de lui rendre hommage. De lui rendre hommage, ah oui, c'est une belle histoire. Je comprends mieux maintenant le succès de votre annonce que vous avez fait sur LinkedIn pour dire que vous veniez à la radio, où ça a déclenché un flot de likes énorme.
Tout à fait. Donc, vous, André Ratovo, comment avez-vous été amené à créer votre entreprise? Alors c'est parti d'un besoin. J'ai été commercial pendant plus de 20 ans dans les nouvelles technologies, dans les télécoms, et j'ai parcouru différentes entreprises de différentes tailles, une boîte du CAC 40, une boîte du Nasdaq et une start-up dans Oui. ce sens-là. Oui. Et au fil des expériences, je me suis rendu compte que la problématique du commercial est toujours la même et qu'il y avait toujours de grosses tâches que je trouvais pénibles et usantes qui venaient encombrer mon métier de base, qui était la vente et de m'occuper de mes clients. C'est ça. Et j'ai eu l'occasion, en fait, dans mon expérience quand j'atterris dans une start-up, où vous vous retrouvez sans vos équipes qu'on retrouve dans une boîte du CAC 40, dans une boîte du Nasdaq, tout seul, à découvrir le monde de l'automatisation. Et dans ce monde de l'automatisation, il y avait peu ou pas d'outils pour les commerciaux. Ouais. Et une de mes chances est que je suis polyglotte, et donc j'ai eu le temps d'aller sourcer tout ce qui existait. Mais aujourd'hui, pour une PME, pour une entreprise, pour une ETI, c'est très difficile d'aller chercher chaque petit bout Oui. de logiciel C'est du à temps, gauche et à droite, c'est du ouais. temps. Et donc on l'a fait pour eux. Et on a, sur une plateforme, intégré tous ces logiciels, les a simplifiés, on les a mis en français, et surtout, parce que c'est un métier qui est, je trouve, assez ludique, on l'a rendu ludique pour les commerciaux de manière à avoir une information rapidement. D'accord. Alors, comment vous, aujourd'hui, prospectez-vous vos clients? Alors, par de l'inbound marketing, par de la prospection, par du bouche à oreille, toutes les technologies classiques. À ça, on a rajouté, on utilise nous-mêmes notre logiciel, puisque justement, on voulait automatiser nos tâches, qui sont exactement les mêmes, quels que soient les métiers, et donc on va 2 fois plus vite, et ça nous permet en fait de faire plus de chiffre d'affaires rapidement. C'est-à-dire que vous avez concentré plusieurs applications en une seule, c'est ça? Alors oui, mais on ne s'est pas contenté uniquement de les rassembler, on les a simplifiés et on les a mis au goût du jour pour que n'importe qui puisse l'utiliser de manière ludique. Et est-ce qu'elle est gouvernée par un algorithme? Oui, c'est tout à ça. fait. D'accord. Et si vous voulez, les 2-3, dans la première version, on a voulu adresser les 2-3 tâches pénibles que nous on trouve pénibles, qui sont l'indisponibilité des décisionnaires quand on passe beaucoup de temps à essayer de les joindre, le manque de temps, voire je dirais même le manque de motivation pour faire des appels téléphoniques. Et toutes ces tâches-là, en fait, fait que, certes, elles sont importantes, mais ça nous prend beaucoup trop de temps, beaucoup de charge mentale pour justement faire notre métier. Oui, parce qu'on peut passer beaucoup de coups de fil, mais n'avoir aucun rendez-vous aussi, c'est le problème. Tout à fait. Et j'ai l'habitude de dire, le métier de commercial, c'est le plus beau métier du monde, virgule, quand ça marche. Et c'est le quand ça marche qui est le plus important. Parce que comme vous l'avez dit, on peut passer beaucoup d'appels, on peut passer beaucoup de temps, et au final, ne décrocher aucun rendez-vous. Ne pas décrocher de rendez-vous. Et comme on sait qu'aujourd'hui, dans le monde du B2B, les commerciaux ne sont jugés qu'à la réussite de leur objectif, nous, on s'est penché de l'autre côté, on dit on veut aider les commerciaux, et on veut en fait leur permettre de réaliser leur objectif en automatisant tout ce qui les ennuie. Alors, une fois que vous avez trouvé un client, est-ce qu'après vous assurez un suivi? Tout à fait. Oui. On estime que la posture de fais-le toi-même, et c'est pas simple, que les technologies, même si on est fan de technologie, il faut un accompagnement humain. Et on a voulu mettre la techno et l'humain côte à côte parce qu'il faut accompagner nos clients et il ne faut pas juste donner de la technologie pour de la technologie. Il y a un vrai accompagnement pour qu'ils puissent adopter ces technologies et une posture en fait. C'est-à-dire que la digitalisation, on en parle tous les jours dans tous les métiers, mais la digitalisation ne peut être réussie que si elle est accompagnée avec des vraies personnes qui sont du métier et qui aussi ont envie de partager leur passion, tout simplement. Alors, quel est le coût d'une installation de votre méthode dans une entreprise? Alors, les premiers abonnements démarrent à 490 €. Oui. Et après, au fur et à mesure, ça va augmenter jusqu'à un abonnement en an en fonction de la volumétrie de votre prospection. D'accord, donc oui, c'est un budget qui reste quand même raisonnable pour un patron qui pourrait se dire, ben non, mes commerciaux n'ont qu'à faire leur boulot. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que lorsque vous présentez votre projet, les commerciaux sont présents ou pas forcément? Donc, des fois oui, des fois non. Les directeurs commerciaux, on voit des directeurs commerciaux, on voit des dirigeants ou des commerciaux. Très bien. Uniquement sur le B2B. Très bien. On reviendra aussi avec vous, André, parce que vous avez une méthode justement qui m'a beaucoup plu sur
sur la façon de lire un devis. Tout à fait. Donc, on fait une petite pause musicale avant de se retrouver. Très bien. Bien joué. C'est pas évident. Non, c'est pas évident quand on entend. En fait, je me demande si c'est pas plus simple sans le casque. Comme vous n'êtes pas obligé de l'avoir le casque, hein. Moi ça me permet le retour. Donc, Mais bon, moi je comprends très bien puisque dans mon entreprise j'étais commerciale, donc ça me parle tout à fait. C'est vrai que dans l'imprimerie, ça devait pas être simple. Et encore Ah non, maintenant, ça n'a jamais été simple. Et il surtout fallait maintenant qu'il y a de moins en moins de oui, avec support. le Enfin, quoi qu'il y en a numérique. toujours, mais beaucoup moins. Nous avons fini avec du numérique. Hein. Ouais, C'était ouais. déjà... Il faut se renouveler tout le temps. Il faut tout le temps être... Sinon, c'est... Il faut même anticiper comme... ouais. Donc Benoît, après c'est votre tour. Ah oui, je vais essayer de dire si bon que le prédécesseur. Il y a un moment donné où il faut y passer. Hein. J'avais pris 2-3 notes, mais bon, je vais faire un film. Et c'est sûr, quand on a un potentiel, quand on sait qu'il y a des mauvais payeurs, on a envie de balancer le nom, là, mais moi je dis qu'il ne faut pas le faire. On rentre pas là-dedans. Non, mais Ouais. c'est franchement, c'est vrai que ça peut... Parce que si on fait ça, ça va vite devenir un nouveau sorcière et ça dégénère très vite. Ouais, non, mais Ouais. ça, je peux le C'est pas évident. Ça fait qu'avant, on fait 10, c'est pour ça que... Dernier tour. Ouais, 10 secondes. Ouais. Ah bon, non, je te vois, Ouais, mais je me prépare. je suis au... Non, mais c'est... la page de musique. Attention. Radio IDFM, le bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Fabien Offrechter, candidat à Verneuil-sur-Seine dans les Yvelines pour les élections municipales 2020. Alexandre Bardin, fondateur et dirigeant de Ruby Payer. André Ratovo, fondateur et dirigeant de Leivali. Et Benoît Géin, fondateur et dirigeant de Phaseo. Alors Benoît Géin, c'est votre tour. Donc on poursuit avec vous. Phaseo aujourd'hui a 15 ans d'expérience. Et comment ce bureau d'études en ingénierie électrique a-t-il vu le jour? Vous êtes vous-même ingénieur, c'est ça? C'est ça. J'étais déjà dans un bureau d'études donc 15 ans en arrière. Et c'était le moment de créer quelque chose de nouveau. Et j'étais très attiré par les énergies renouvelables. Donc initialement, j'avais vraiment créé le bureau d'études pour les énergies renouvelables et puis pour défendre le côté écologique qui est au fond de moi, qui est vraiment un sujet très important. D'accord. Et petit à petit, il y a eu le moratoire. À un moment, les énergies renouvelables se sont un peu... tout le monde a un peu levé le pied, tout le monde en parle, tout le monde veut s'investir dans l'écologie, mais en fait, la réalité, il faut vivre au quotidien. Donc j'ai quand même retrouvé mon métier initial qui est l'ingénierie électrique. Courant fort, courant faible, haute tension. Et donc j'ai fait un équilibre entre les parties énergie renouvelable et les parties électricité pure, on va dire ça comme ça. D'accord, donc Phaseo, c'est vraiment une évidence pour vous, Oui, finalement. c'était un aboutissement. Et donc Phaseo, pour quelle raison? Phaseo, j'ai créé le nom avec mon frère d'ailleurs, qui a une agence de com, et on a passé des semaines et des semaines à trouver un nom qui n'existait pas et puis qui soit un peu en adéquation avec le reste de notre métier. D'accord. Donc, c'est une Alors, création pure. quelles sont, parce que j'ai vu que vous aviez énormément d'activités chez Phaseo, Oui. quelles sont-elles? Quels sont vos secteurs d'activité phares? L'activité phare, c'est surtout la partie électricité. On fait Oui. de la maîtrise d'œuvre beaucoup en électricité. On intervient aussi dans la domotique, la GTB, la GTC, pour certains c'est parlant. Et on intervient aussi dans les énergies renouvelables. Et de temps en temps, on intègre dans nos études du tout fluide, c'est tout ce qui est clim, plomberie, et on fait intervenir des partenaires. C'est ça, oui. Voilà. Oui, j'ai pensé que vous aviez des partenaires qui sont probablement récurrents, forcément. Voilà, des partenaires un peu dans les mêmes dimensions que les nôtres, avec les mêmes valeurs, parce que je pense que les valeurs, c'est un sujet qui me tient à cœur. Important, ouais. Et on arrive à travailler sur des choses et des sujets en commun, tout en étant intelligent sur l'équilibre
des compétences des uns et des autres. Alors aujourd'hui, vous êtes connu et reconnu grâce à une large expertise technique en France et à l'étranger. Donc parlez-nous de ces projets à l'étranger, j'ai vu que c'était important. À l'étranger, on a eu la chance de travailler sur des beaux projets, entre autres à Moscou. On a travaillé sur un stade conséquent, avec aussi des villas aussi sur Moscou. On a travaillé pour l'Arabie Saoudite avec un bureau qui s'appelle Auger International. Oui. Et on a fait aussi la Sorbonne d'Abu Dhabi, aussi avec Auger International. On a fait une centrale thermique à Gibraltar qu'on a eu grâce à notre agence qu'on avait en Angleterre. D'accord. Que l'on a fermée, on en a parlé en début d'émission, suite au Brexit. Donc on a eu la chance de travailler sur des beaux projets en 15 ans. Je vous invite, ceux qui nous écoutent, à aller voir notre site internet, le Phaseo. Il est très bien fait, oui. Voilà, ça permet de voir un panel de nos expériences. Et puis comme on est une petite structure, on est toujours ouvert à des aventures intéressantes et nouvelles dans nos missions. Alors tout à l'heure, vous sembliez donner raison à Alexandre Bardin sur les mauvais payeurs. Vous en rencontrez souvent? Depuis 15 ans, j'en ai rencontré 3. 3, c'est très... C'est très... Mais après, tout dépend du montant. Qui sont, tout dépend du montant de la facture. Non, pour un bureau d'études comme le nôtre, pour être honnête, le bureau d'études existe depuis 15 ans. Mon voisin, il a fermé son entreprise. Si je n'avais pas une trésorerie et puis des banques qui me connaissent et qui ont confiance à l'avenir du bureau d'études, je pense que j'aurais fermé il y a 6 mois. Ah oui. Oui, parce que les mauvais payeurs... Vous êtes trouvé dans cette situation. Voilà, ce qui se passe beaucoup, c'est qu'actuellement, on est dans un virage. On intègre des nouvelles technologies. Nous, il y a la domotique, la GTB, il y a plein de choses. Mais il y a aussi la manière de redessiner. C'est le BIM, si vous en avez entendu parler. Alors, vous allez nous en parler. Oui. Voilà, le BIM, c'est une façon de dessiner, de concevoir en 3 dimensions, en intégrant beaucoup de paramètres qui vont être de plus en plus exploités par l'exploitant du bâtiment, en l'occurrence, avec beaucoup d'attrait, beaucoup d'intérêt pour tous. Mais il y a certaines entreprises curieuses et intéressées qui investissent, je dirais comme nous, et d'autres entreprises qui exploitent et qui utilisent notre investissement. Donc quand on a bien avancé, essuyé les plâtres, et puis les personnes nous trouvent des raisons, des excuses pour ne pas payer des soldes de factures. Donc ces entreprises, c'est un peu pernicieux en plus. Totalement. Oui. Et quand on se vante avoir une politique RSE avec un suivi par rapport à ses salariés, par rapport aux sous-traitants, et qu'on ne paye pas des missions, et qu'on n'équilibre pas les pertes aussi des uns et des autres dans les études, c'est pas très sport, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Et question sport, moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, je trouve que là, on a depuis, on va dire, quelques années, un comportement qui est... à mon avis... un comportement de voyou. Voilà, qu'il faut vraiment changer. Tout le monde n'est pas comme ça. Hein. J'ai encore des clients avec qui ça se passe très bien. Et puis, au contraire, on évolue et on grandit tous ensemble. Mais pour certains, il va falloir vite changer ça. Alors, il y a une autre question que je me suis posée. La digitalisation a dû générer une profonde mutation dans votre activité, notamment pour les schémas de courant fort et faible. Exactement. C'est le cas? Tout à fait. Donc la digitalisation, comme on l'a dit, le BIM en fait partie. Oui. D'ailleurs, je travaille avec le CINOF, qui est une chambre des ingénieurs conseillers de France, où on va sortir un journal qui va sortir aussi dans le Moniteur, qui évoque le sujet pour essayer de dédramatiser un peu ce passage au numérique, parce que des bureaux d'études et des entreprises ont du mal à passer ce cap. Mais ça coûte en investissement, en temps, en finance. Moi, j'ai décidé de prendre ce virage parce que je vois dans 10 ans, 15 ans, Phaseo sera toujours là. J'espère toujours avec moi, mais en tout cas, ça fonctionnera et j'y crois. Parce qu'on intègre aussi des projets de recherche, ce genre de choses, pour toujours être à la page et pour donner envie à mes collègues et mes collaborateurs à avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées qui permettent de se remettre en question. Oui, puis je pense que de toute façon, il faut constamment s'adapter pour survivre, finalement. Hein, c'est le propre de l'homme, carrément. Et puis c'est un plaisir aussi. Oui, c'est ça. La redondance et puis
la routine, à force, elle est agréable quand c'est, voilà, pour une finance, on va dire, mais la routine, à force, on en a marre, Oui, on veut voir autre chose. c'est sûr. Alors, pour rebondir, avant de donner la parole à Alexandre Bardin, je voudrais quand même redonner la parole à Fabien Aufrechter, mais dans le cadre de votre activité chez Havas. Est-ce que vous connaissez ce genre de problème au niveau des impayés? Enfin, vous êtes peut-être pas forcément au courant. Si, bien sûr, on a des sujets de cette sorte aussi bien probablement de notre côté que de l'autre. Je suis assez sensible au fait que parce que souvent les grandes entreprises sont elles-mêmes pas payées, elles ont elles-mêmes du mal à payer leurs prestataires. Ah oui, moi je travaille, il se trouve, comme vous le disiez, sur les technologies blockchain. La technologie blockchain, on a certains de nos clients qui commencent à l'utiliser dans cette veine, puisque ça peut procurer de la transparence, de la sécurité, de la fluidité, de la rapidité. Donc en effet, pour les impayés, ça permet d'avoir un meilleur tracé de sa comptabilité. Maintenant, c'est vrai que c'est assez nouveau, assez compliqué. Et puis surtout, le digital ne fait pas tout. C'est pour ça que ce que vous présentiez a du sens, c'est de l'humain d'abord. Absolument, oui. Moi, je me permets de faire une remarque par rapport au fait oui, Benoît, que certaines grandes entreprises peuvent justifier qu'elles ne payent pas des sous-traitants parce qu'elles ne le seraient pas payées. Moi, personnellement, je suis une petite structure. Jamais, j'ai donné ce genre d'excuses à des sous-traitants pour ne pas les payer. Je me débrouille, je trouve une solution, je fais un crédit, mais jamais je me permettrai de faire ça. Alors j'aimerais bien que tout le monde ait un peu cette... la même éthique. Retrouve des vraies valeurs d'échange, c'est sûr qu'on parle en numérique ou au téléphone ou autre, mais qu'on essaye d'être un peu... revenir à des choses un peu plus humaines, quoi. Ouais. Tout à fait. Mais là, on est dans un monde idéal, peut-être. On peut le retrouver. Oui. Donc, je m'adresse à nouveau donc à Alexandre Bardin pour aborder l'injonction de payer. Alors, quelles sont les conditions pour effectuer ces injonctions de payer? Et vous-même, y avez-vous recours aujourd'hui? Là, on va rentrer du coup dans la phase de recouvrement judiciaire. D'accord, c'est ça. Oui. Dans le recouvrement judiciaire, il y a plusieurs possibilités. Nous, on a opté pour l'injonction de payer parce que c'est ce qui a le plus sens et le plus rapide et le plus efficace. Pour faire une injonction de payer, il faut que la facture soit certaine, liquide et exigible. Ça, c'est les 3 conditions, que sa date de validité soit toujours valable, entre guillemets, donc 5 ans, puisqu'on fait que du recouvrement B2B, je rappelle. Oui. Et une injonction de payer, en fait, le problème, c'est que c'est bien, mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on va être dépendant d'un timing qui est, à mon sens, beaucoup trop long pour certaines entreprises, puisque si, et je ne caricature pas, si une injonction de payer est opposée, ça peut durer quasiment 1 an. Je ne vois pas comment une entreprise pour laquelle une facture est vitale peut tenir 1 an en attendant d'avoir sa décision. Ça, c'est le gros problème à mon sens, et c'est pour ça qu'on a créé le Bipayer, c'est parce que même si on passe par les phases juridiques, c'est long, et ça peut être très problématique. Aujourd'hui, les droits du débiteur sont quand même très protégés, et ça peut poser un certain souci dans certains cas. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, je ne suis pas le seul à partager ce constat, étant donné qu'il y a des réformes qui ont été demandées par rapport à ces procédures judiciaires pour les accélérer et faire en sorte que ça ne dure pas 1 an en cas d'opposition. Très bien. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure des sommes considérables qui sont impayées et qui représentent un pourcentage par rapport au PIB, je crois. 2%. 2%. Et vous avez aussi mis en avant une étude Altares sur les défaillances des entreprises. Exactement. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Exactement. En fait, cette étude qui est sortie il y a quelques jours met en avant le fait qu'en 2019, il y a 52 000 entreprises qui ont subi une défaillance. 52 000 entreprises, quand on sait qu'il y en a 25% qui sont liés à des retards de paiement, ça fait quasiment 20 000 sociétés qui ont fermé à cause des retards de paiement, ce qui, à mon sens, est inacceptable quand on pense aux conséquences que ça peut avoir. Je rappelle qu'un chef d'entreprise, ça fait domino. L'entrepreneur n'a pas de chômage, donc derrière, c'est des choses qui peuvent être très très compliquées pour des familles. Et nous, on a souvent des personnes qui nous contactent en nous disant que leur société est en péril, qu'ils n'ont pas été payés de X factures et que si ça ne se résout pas dans les semaines au maximum qui arrivent, les conséquences vont être catastrophiques. Donc c'est vraiment à ce problème-là qu'on a affaire, ce qui fait que du coup, il y a vraiment de l'humain aussi dans notre métier. Et d'ailleurs, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, si une entreprise a des difficultés financières et qu'elle ne peut pas payer une autre société parce qu'elle-même n'est pas payée, ça arrive très souvent. Sauf que dans ces conditions-là, il y a 2 façons de se comporter. La première, c'est de ne pas payer, de ne pas donner de raison et de ne même pas répondre.
Et là, à mon sens, c'est pas normal. La deuxième, c'est peut-être de faire part de ces problèmes, d'engager un dialogue avec son créancier, de proposer peut-être un échéancier. Et là, je pense que toute personne qui a envie de garder une relation commerciale saine acceptera cette proposition. Et donc, ça peut résoudre énormément de problèmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de tabou par rapport à ça. On n'en parle pas, on a un peu honte éventuellement. Oui. Et du coup, ça crée une sorte d'impunité qui, à mon sens, est très nocive. Je comprends. Alors, aujourd'hui, quels sont vos besoins, Alexandre Bardin, pour votre entreprise? Nous, notre objectif à terme, d'ici 5 ans, c'est de devenir le label de référence des pratiques de paiement. D'accord. On parlait tout à l'heure, on signale des mauvais payeurs, mais on signale surtout des entreprises qui ont des bonnes pratiques. On a fait une charte qui s'inscrit d'ailleurs dans la démarche RSE. Oui. Les entreprises de toute taille signent cette charte pour s'engager sur le respect des paiements. Pour que notre label ait une vraie valeur, il faut qu'il soit utilisé par le plus d'entreprises possible. Aujourd'hui, on parle de centaines d'entreprises. Demain, il faut qu'on parle de dizaines de milliers d'entreprises. Et pour ça, il faut qu'on communique, il faut qu'on soit visible. Et c'est tout notre objectif sur les prochains mois à venir. Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons, Alexandre Bardin. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers André Ratovo. Alors, André, je voudrais qu'on revienne sur la méthode que vous m'aviez expliquée quand on s'est contacté la première fois, sur la façon d'apprécier un devis. Alors, on est parti sur une pénibilité que l'on trouve dans le métier de commercial, de rappeler un client ou un prospect suite à l'envoi d'un devis. Et le manque de temps et l'indisponibilité des décisionnaires quand on tente de les joindre suite à ce devis. C'est usant, c'est pénible, et derrière, il y a de certaines démotivations quand quelqu'un vous a dit « je suis intéressé, envoie-moi un devis », et le temps qu'on le rappelle, Absolument. Le temps qu'on essaye de le joindre, la personne n'est pas joignable, on ne sait pas si elle est lu devis, etc., etc. Et si tous les devis étaient réalisés, les entreprises seraient milliardaires. Partie de ce principe, donc nous on a décidé de vous délivrer le comportement de lecture devis de la personne à qui vous avez envoyé. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de vous dire si la personne a lu le devis en entier ou pas, mais surtout de savoir combien de temps il a passé sur chacune des pages. Ce qui va permettre vous de prioriser vos appels. Et je peux vous garantir qu'il y a un changement de posture entre j'appelle quelqu'un pour savoir s'il est intéressé et j'appelle quelqu'un parce que je sais qu'il est intéressé. C'est juste la grande différence et la motivation par rapport à ça. Et la deuxième chose sur l'indisponibilité des décisionnaires, c'est que quand la personne a fini de lire le devis que vous lui avez envoyé, dans son intégralité ou pas, vous êtes notifié pour pouvoir l'appeler tout de suite ou pas, selon votre emploi du temps, et ainsi vous permettre de raccourcir le cycle de vente et d'être réactif en sachant que la personne qui a fini de juste lire le devis, elle est encore en fait dans la réflexion de la lecture de votre devis. Et s'il y a des questions, c'est maintenant et à cet endroit-là qu'il faut l'appeler. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que dans votre application, vous mettez l'envoi d'un devis, c'est-à-dire le client va établir un devis selon votre application. Non, en pour fait, vous puissiez, il utilise, j'allais dire, son PDF, son Word, etc. Oui. Il va passer dans notre outil, on va lui donner une technique qui est un hyperlien, qui va copier-coller dans son email. Et avec cet hyperlien, nous allons lui donner les informations de comportement de lecture de la personne à qui il l'envoie. Très bien. Et moi, je vous disais que c'était un petit peu de l'espionnage quand même. Alors, bon, je rappelle, c'est les mêmes techniques qui sont utilisées par tous les sites web e-commerçants pour vous proposer la personnalisation, vous proposer la bonne... Oui, dès qu'on fait une recherche sur un... Tout à fait. Et donc, nous, on l'a juste adapté au métier du commercial. Enfin, du moins, le logiciel qu'on a intégré, l'éditeur, par rapport à ça, c'est par rapport au métier du commercial. Parce qu'on veut garder ce côté ludique et surtout le côté performance. Et donc, pour l'entreprise, le retour sur investissement est important ? Oui. Absolument. Oui. Très bien. Alors, comme je l'ai demandé à Alexandre Bardin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, André Ratovo ? De continuer à grandir. On a un objectif de croissance assez important. On a également la volonté de s'interconnecter très rapidement avec tous les CRM du marché, puisque une des pénibilités que l'on trouve chez les commerciaux, c'est de faire du reporting, on va dire tous les vendredis soirs ou en fin de journée pour rentrer toutes les informations. Nous, comme on a là la possibilité en fait, d'agréger l'ensemble de ces données, leur permettre de synchroniser et éviter en fait cette pénibilité que en fait, qui gâche le travail. Ça gâche le travail et il n'y a pas de... comment dire,
il n'y a pas de plus-value à faire ça. C'est important, ça, ouais, on en a ouais. besoin pour faire du reporting, mais effectivement, quand vous avez fini votre journée, que vous devez encore faire du reporting, c'est usant. Je comprends. Et la dernière chose, puisque vous me le permettez, à l'occasion de notre passage sur EDFM, on offre un mois d'abonnement sur l'engagement 1 an de l'EVALI à toute personne qui s'inscrit et qui rajoute dans son mail d'inscription le mot EDFM. Alors, comment peut-on vous joindre comment peut-on joindre l'EVALI? Directement sur un site internet, donc l'EVALI, LEYVALY.io. Très bien. C'est la question que j'ai oublié de vous poser, Alexandre Bardin. Si on veut vous contacter, comment fait-on? Tout se passe sur le site, donc rubypayer.com, RUBYPAYEUR, et donc rubypayer pour payer rubis sur l'ongle, bien sûr. Très bien. Merci à tous les deux. Alors, je reviens à Benoît Géhin. Benoît Géhin, je voudrais que vous nous parliez un petit peu des bâtiments intelligents. Oui. Les bâtiments intelligents, c'est l'intégration du smart grid, de la domotique, tout ce qui pourrait être commandé, réglé, comme on le fait dans nos maisons, dans nos appartements. On peut très bien régler le chauffage. On sait qu'on n'est pas là de telle heure à telle heure. On descend à 17 degrés, 18 degrés. Et puis quand on sait qu'on va arriver, on remonte automatiquement cette donnée thermique. Mais il y a plein d'éléments qui peuvent se faire aussi un jour. Bon, je ne vais pas rentrer dans un sujet qui est très important, mais moi je fais partie de différentes associations de développement avec les énergies renouvelables qui sont bien avancées pour intégrer dans le futur l'interconnexion entre des bâtiments côte à côte. Quand il y en a un qui est inoccupé, c'est peut-être la recharge du véhicule dans le sous-sol qui va peut-être recharger un élément dans le bâtiment d'à côté. Il peut y avoir ce genre de choses qui... Il y a une interconnexion entre les différents éléments. Exactement, c'est techniquement possible. C'est pour ça que le BIM, on n'en est encore pas là. Là, c'est plutôt de la synthèse, de la démonstration et du dessin et tout ce qu'il faut pour construire le bâtiment. Mais d'ici quelques années, on va pouvoir intégrer toute la partie domotique et intelligence entre des sites occupés ou non occupés pour essayer de réduire notre impact énergétique parce que tout le monde le sait, il y a urgence. C'est le vrai problème. Oui. C'est le vrai problème et c'est faisable. Simplement, il y a de l'investissement, on est d'accord. Les énergies renouvelables, quand on parle de différents procédés comme le photovoltaïque, ça fonctionne, même en région parisienne. Simplement, il faut être courageux pour le faire, peut-être investir un peu. C'est sûr que le nucléaire, on ne peut pas l'arrêter d'un coup parce qu'il faut être conscient. Bien sûr. Qu'il y a un grand écart entre une technologie et une autre, mais il va falloir quand même s'y mettre petit à petit. Et puis il faut que même les communes, à petite échelle, donnent l'habitude aux uns et aux autres des économies. Quand on entend des pubs, c'est pas Versailles ici, c'est important déjà de nous-mêmes de réduire notre impact. On utilise quasiment tous des lampes LED. Bon, il y a des défauts sur les lampes LED ou pas, mais il faut vraiment réduire notre impact. Bon, le problème, c'est qu'on réduit notre impact et puis on a des véhicules électriques que l'on branche sur des prises. Donc, il y a un peu du déséquilibre, mais un peu tout mis bout à bout, on se rend compte qu'il y a des erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on arrive à trouver la solution qui nous permettra de vivre avec moins d'impact sur la planète. Parce que c'est vrai que c'est un sujet... Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle j'ai monté mon bureau d'études. Mais je me rends compte que même avec les petites données techniques, quand on fait une préconisation, on a aussi beaucoup de zones d'études dans l'éclairagisme. Je me vois mal éclairer une zone inutile. Maintenant, il faut aller à l'essentiel. Même dans des sites sportifs, on éclaire la zone sportive utile. On ne va pas éclairer le public. C'est des petites choses qui paraissent anodines. Des détails qui pourraient paraître anodins, mais qui en fait font bout à bout des grosses économies. Et puis j'en profite de ça pour remercier aussi tous mes collaborateurs qui s'investissent et qui me suivent dans ce genre de choses, parce que des fois, c'est pas forcément financièrement rémunérateur de trouver des économies énergétiques sur des sujets, parce que moi, je suis pas payé par rapport à ce que je préconise, mais quand je vois qu'on a fait des économies pour le client financier, des économies d'énergie, et puis que derrière, on est content, on s'en donne sur nos deux oreilles. C'est une vraie satisfaction. C'est une vraie satisfaction. Donc c'est pour ça que quand des fois certains de mes collaborateurs ont du mal à intégrer cette façon de voir, je suis content qu'en fait, ils l'intègrent quand même. C'est sûr. Alors, ce matin, vous êtes avec nous parce que vous allez participer au salon Effervescence qui se tient le 31 mars à l'hippodrome de Soisy-en-Gain. Alors, c'est la première fois que vous participerez à ce salon ?
Non, et tous les ans, ça fait 3 fois, je crois, tous les ans que je participe, je me dis, mais qu'est-ce que je vais y faire? Alors voilà, moi j'allais vous demander, est-ce que vous allez y chercher des fournisseurs ou des clients? Eh ben, ni l'un ni l'autre, les deux à la fois. D'accord. C'est qu'à chaque fois, je me dis, je vais perdre une journée, parce que je vois que des collègues, des dirigeants d'entreprise qui vivent comme moi des choses bien et moins bien, parce que les voisins ont évoqué 2-3 petites choses. Et puis en fait, à un moment ou à un autre, j'ai eu un nouveau collaborateur qui est venu dans mon équipe, qui a connu le bureau sur place. J'ai eu un client qui a connu Effervescence directement dans la journée. Il n'y a pas de business du tout. Mais culturellement, les échanges avec les uns et les autres, c'est très enrichissant. Absolument. Surtout qu'on a des domaines totalement différents. Moi, bureau d'études, franchement, on n'est pas nombreux à faire ce genre de choses. Et je peux travailler avec différents métiers, divers et variés. Et en fin de compte, on parle le même langage, parce que diriger une entreprise, qu'on soit, je serais tenté de dire, un chocolatier avec 2-3 salariés et une PME avec une centaine de personnes dans une usine, et puis moi avec une dizaine de personnes, on vit en fait des choses très similaires. C'est sûr. Et puis quand même, ça donne enfin c'est le but d'ailleurs de ce salon, ça donne, ça fait connaître des gens qui sont à proximité de soi, alors on va aller chercher, vous avez besoin de partenaires ou de sous-traitants, vous allez aller les chercher à l'autre bout de la France, alors que vous les avez à côté de chez vous. On est vraiment surpris par ce... Et pour ça, j'invite tout le monde à aller faire un tour. Ouais. Je crois que c'est ouvert au public. Oui, c'est ouvert au public, c'est gratuit. Ouais. Et le concept de la façon dont ça procède, c'est très sympathique, je trouve. Vous avez le dirigeant de l'entreprise qui est présent, normalement, pour tous. Il y a une petite tablette, c'est vraiment, il n'y a pas de stand... énorme, c'est vraiment très simple et on va cibler vraiment les personnes ou les métiers qui nous intéressent, et j'ai eu la chance quand même de faire des rencontres vraiment intéressantes. Très bien. Fabien Aufrechter, je vous redonne la parole. Si vous êtes élu, vous pourriez faire appel à quelqu'un comme Benoît Géhin pour l'écologie. C'est exactement ce que j'allais dire. En l'occurrence, qu'il s'agisse d'être exemplaire sur payer les factures à l'échelle du numérique, qu'il s'agisse de bien traiter l'administration, l'administratif, et exemplaire dessus, qu'il s'agisse d'être exemplaire écologiquement parlant, avec des lampes LED, mais aussi tout le reste, tout ce qui est énergie renouvelable. Et plus globalement, on a beaucoup de demandes sur la lutte contre la péquinisation. Évidemment, pour nous, c'est important de travailler avec des acteurs du territoire. Évidemment, demain, nous aurons l'attractivité économique en ligne de mire avec l'arrivée d'Éole, et par conséquent, une volonté forte d'attirer ces acteurs, de leur procurer les meilleurs écosystèmes possibles pour pouvoir y agréger des nœuds de compétences, des talents, puisque c'est comme ça qu'on réinventera la ville. Et puis la dernière chose, c'est sans doute que le 15 mars, il y aura un choix à faire pour les habitants de notre ville. Si l'avenir ensemble, ils le voient gris béton, ils savent que ce ne sera pas pour moi qu'il faudra voter. Ouais, Par contre, naturellement, sur réinventer la ville, s'il s'agit de proposer des nouvelles donnes, nous serons au rendez-vous. Très bien. Merci à tous les quatre. On a encore quelques minutes pour que je vous donne la parole pour quelques mots de conclusion. Donc, on va commencer avec Alexandre Vardin. Je veux bien rebondir sur ce qui vient d'être dit. Oui. Parce que figurez-vous que le plus mauvais payeur en France, c'est l'État. C'est vrai. Du coup, il est vrai qu'il y a un vrai sujet par rapport à ça. Il serait bien que les pouvoirs publics changent un petit peu les méthodes, sachant que ce sont elles-mêmes qui exercent la répression sur les entreprises qui ne payent pas dans les temps. Oui, avec la différence quand même, peut-être Alexandre, c'est que c'est un mauvais payeur, mais il paye au bout du compte. Oui, mais un mauvais payeur a autant d'impact, même s'il finit par se payer, le retard peut être catastrophique. Oui, c'est sûr, mais par rapport à ceux qui ne paieront jamais... On est d'accord, mais il y a quand même un problème de trésorerie à gérer pour les entreprises, et quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Donc même s'il arrive dans quelques mois, il n'y en a quand même plus, il n'y en a plus. Donc c'est quand même un sujet qu'il faut prendre en compte, je pense. Très bien. Merci Alexandre Bardin pour cette conclusion. André Radovo, quelques mots de conclusion. Merci Jacqueline pour cette invitation et merci à Étienne Barrier pour la mise en relation avec Jacqueline. Très bien. Étienne Barrier que j'ai connu au Salon Effervescence l'année dernière puisque nous y avons participé. Benoît Géhin, quelques mots de conclusion. C'est pareil, je vous remercie pour l'invitation. Et puis, je voulais juste faire un petit mot par rapport à la musique. Comme je suis musicien avant d'être créateur d'entreprise, j'ai mes fils qui ont sorti un album et à l'occasion qui s'appelle El Tati. N'hésitez pas à l'écouter sur Internet. L'album sort à la fin du mois, je crois. Très bien. Écoutez, en tout cas, on préviendra notre présentateur Christophe s'il veut recevoir vos fils. Ça sera avec plaisir, Benoît.
Merci. Et Fabien Frechter, quelques mots de conclusion? À mon tour de vous remercier pour l'invitation et puis d'en profiter pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site internet naturellement-verneuil.fr, sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. C'était un plaisir de partager ces moments et d'en profiter pour valoriser notre ville. J'espère qu'on aura d'autres occasions et je vous remercie encore une fois. Absolument, vous pourrez revenir, hein, il n'y a aucun problème si vous le souhaitez. Eh bien, moi, je vous souhaite à vous, Fabien Frechter, l'énergie nécessaire à cette campagne. Merci. Et puis à vous, Alexandre Bardin, André Ratovo et Benoît Géhin, le meilleur pour la suite de vos entreprises. Merci. Alors, comme vous le savez, maintenant, le bar de l'économie se met sur pause lors des vacances scolaires. Donc, toute l'équipe vous retrouvera donc à partir du lundi 24 février. Et moi, je vous donne rendez-vous le mardi 25 février. D'ici là, portez-vous bien. Voilà, on a fini un petit peu plus tôt. Mais... C'est courageux de faire cette politique. C'est bien, hein. Moi, on m'a sollicité plusieurs fois. Ouais. Mais franchement, les partis écologiques, entre autres. La mairie, elle paye pas. Hein. Moi, je suis. Donc, C'est pas possible, quoi.